Bonjour, je voudrais continuer la vidéo sur la carte de Douglas Harding, la carte de la première personne. Voilà, donc j'avais fait une première partie sur cette carte où j'expliquais l'essentiel de ce que ça voulait dire. Alors il manque certains aspects que je voudrais développer maintenant. Je rappelle que donc cette carte représente vous en tant que première personne, vous en tant que ce que vous êtes vraiment. C'est une carte de la première personne. Alors, nous avons tendance à nous identifier à un aspect de cette carte, à un tout petit aspect qui est donc la couche « Je suis humain ». On s'identifie à ce petit personnage dans le miroir qui est là, oui, que vous voyez là. Voilà. Et c'est ce qu'on voit de soi dans le miroir, c'est ce que je vois de moi maintenant sur l'écran. Donc si je m'identifie à ce petit personnage, évidemment, je me réduis à n'être que José, alors que la carte nous montre que ce que nous sommes vraiment, c'est la totalité. À la fois la totalité du monde visible, je suis tout, et aussi la source, je ne suis rien, que Douglas appelait aussi parfois le mystère. Alors sur cette carte, il y a donc d'autres choses à noter. Vous voyez que la carte est un peu comme un oignon avec différentes couches. Et c'est pas seulement quelque chose qu'on voit, c'est aussi quelque chose qu'on ressent. Je peux m'identifier à différentes couches en fait. Je peux m'identifier parfois à une partie de mon corps. Je peux m'identifier je sais pas moi par exemple à mes dents. Si j'ai mal à mes dents, je vais devenir mes dents. Si je m'identifie à mon visage, je vais m'identifier à une partie de mon corps, une partie un peu plus grande. Je peux m'identifier aussi à ma famille, à mes enfants par exemple, toujours dans la sphère humaine. Je peux m'identifier à une équipe de foot. Je peux m'identifier à une nation, la nation française par exemple. Ou bien je peux m'identifier à la Terre. Donc là on passe sur la couche, vous voyez la couche qui est un peu plus vaste ici, la couche terrestre. D'ailleurs, c'est plutôt une bonne chose que maintenant des gens s'identifient à la Terre parce qu'elle en a besoin. On a besoin de prendre soin de cette dimension de nous-mêmes. Et puis, si on s'identifie à la totalité, eh bien, on devient le tout, ce qui peut nous arriver parfois quand on est devant la Voie lactée, par exemple, la nuit, et tout d'un coup, on se sent devenir la totalité. Donc, cet ensemble de couches, c'est pas seulement ce que je vois, c'est aussi ce que je ressens. Cette carte nous montre aussi que se prendre uniquement pour le personnage dans le miroir, pour notre corps, pour la petite personne, ce que Douglas appelait la troisième personne, donc se prendre uniquement pour la troisième personne, comme si c'était un être autonome, c'est de la folie en fait. Cette carte montre qu'il y a une hiérarchie, qu'il y a une interdépendance de toutes les couches les unes par rapport aux autres. En effet, regardez donc ce personnage dans le miroir, notre troisième personne, que serait-elle sans la Terre ? Que serait ce personnage ? Que serions-nous sans l'eau que nous buvons, sans l'air que nous respirons, sans les plantes que nous mangeons, sans la Terre qui est notre support ? Nous ne serions rien. Donc la Terre est fondamentale pour l'existence de cette troisième personne. Et que serions-nous sans le Soleil ? Le soleil est fondamental pour nous et pour la vie. Si le soleil s'arrête, 8 minutes après, toute vie disparaît instantanément de la Terre. Donc le soleil est un organe de mon être aussi important que mon cœur. Et que serions-nous sans la Voie lactée ? Rien non plus. Donc on voit bien qu'au-dessus de cette personne, toutes les couches sont nécessaires. Et puis au niveau humain, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on serait sans les autres ? Ce sont les autres qui nous donnent notre humanité. On a eu besoin d'eux pour devenir humain, on a besoin d'eux aussi pour vivre. Et puis si on descend en dessous, dans les couches plus fines, donc je vous rappelle ici la couche moléculaire, la couche atomique, la couche particulaire. Donc qu'est-ce qu'on serait sans nos cellules ? Qu'est-ce que serait ce corps sans les cellules du corps ? Rien. Que seraient les cellules sans les molécules d'ADN par exemple ? Rien non plus. Et que seraient les molécules sans les atomes ? Rien. Donc on voit bien que toutes ces couches sont en interdépendance les unes des autres, et il est tout à fait faux de croire que ce petit personnage est autonome et indépendant. Il fait partie d'une hiérarchie, il fait partie d'un ensemble qui est indivisible. Vous voyez, toute la carte d'ailleurs est indivisible.
Donc, ça, c'est un point essentiel. Il y a interdépendance, c'est peut-être l'interdépendance qu'on trouve aussi dans le bouddhisme d'ailleurs. Une interdépendance dans le bouddhisme signifie qu'une chose n'existe pas d'elle-même, si vous voulez, elle n'a pas d'autonomie, elle n'a pas de substance propre, elle est reliée à tout le reste. Donc c'est ce que nous montre aussi ce dessin. Et d'autre part, je rappelle que finalement, ce que je disais l'autre jour, c'est que tout ce qu'on voit, la partie visible, c'est le corps, c'est notre vrai corps, le corps de la première personne, le corps de la conscience unique et universelle. Vous voyez, c'est le corps du je suis. C'est le corps cosmique en fait. Vous voyez, notre vrai corps, c'est le corps cosmique. Il y a des textes dans le Shivaïsme du Cachemire, par exemple, où on dit que le corps de la conscience, le corps de Shiva, c'est l'univers. Et c'est ce que nous montre exactement cette carte. Donc, en fait, cette carte nous montre qu'il y a 160 degrés ici de monde manifesté, vous voyez, 160 degrés de monde visible, 160, pas tout à fait 180, mais presque. Et puis ici, il y a 200 degrés de monde non manifesté. C'est notre ressource ici, c'est le mystère d'où tout surgit, c'est la conscience, la vacuité, et c'est la source de ce monde visible. Donc nous, en général, si vous voulez, quand on est identifié au petit personnage, on ne voit pas du tout, en fait, on ne voit pas du tout cette ressource à l'arrière-plan. On ne voit pas du tout la vacuité. On est juste identifié au petit personnage et on oublie tout à fait qui nous sommes vraiment. Donc la guérison, notre vraie guérison, c'est de prendre conscience que nous sommes la totalité. Pas seulement les 160 degrés ou les 180 degrés de monde manifesté, mais aussi et surtout les 200 degrés ou 180 degrés de monde non manifesté. Ce que nous découvrons, encore une fois, en retournant notre regard de 180 degrés. Si vous regardez en cette direction, vous découvrez que vous êtes cette vacuité, ce rien conscient d'où tout surgit. D'ailleurs, tout à l'heure, j'inscrirai dans la vidéo un petit exercice qui nous montre cela. Alors, cette carte indique un double renversement, en fait, si vous voulez. Il y a d'abord un renversement, vous le voyez, ici, le petit personnage, il a la tête en haut et les pieds en bas. Hein, c'est la troisième personne qui est comme ça, bien sûr, c'est ce que je vois sur l'écran, j'ai la tête en haut, et puis si je pouvais voir un miroir en pied, j'aurais les pieds en bas. Mais vous remarquez que la première personne, ce que vous êtes vraiment, est à l'envers en fait. Elle a les pieds en haut et une absence de tête ici. C'est ce qu'on voit de soi quand on se regarde vraiment. Regardez par exemple, si je vous montre cette photo, voilà, c'est une photo que j'ai prise à partir de ce que je suis vraiment, c'est-à-dire à partir de ma vraie nature. Donc vous voyez bien que j'ai les pieds en haut de la photo et l'absence de tête en bas, si vous voulez, tout en bas du dessin, tout en bas de la photo. Vous voyez, c'est ce qu'on voit ici également. Donc vous voyez, le petit personnage, il a dans le miroir, hein, il a la tête en haut et les pieds en bas, mais le grand, ce que nous sommes vraiment, la première personne, eh bien, elle a les pieds en haut et en bas, l'absence de tête. Donc ça signifie déjà qu'il y a un renversement total. Vous voyez, il s'agit de se retourner, de se renverser et d'aller vraiment tout en bas, dans la vallée, ce que d'ailleurs dans le taoïsme on appelle la vallée, la source, la base. Il s'agit de revenir à la base ici. Donc déjà simplement si je regarde mon vrai corps, je peux tout à fait et très simplement découvrir qui je suis. Hein. Je me regarde, je vois que j'ai les pieds en haut et en bas, tout en bas du monde, eh bien je trouve l'absence de tête, je trouve en fait la vacuité qui remplit immédiatement du corps. Alors il y a autre chose aussi qui est intéressant sur cette carte, c'est pourquoi je mets maintenant sur la vidéo cette carte de Douglas, c'est le plus et le moins. Comme vous le voyez, Douglas a dessiné un plus et un moins au niveau de la première personne, donc ici, donc le plus qui est sur la main droite de la première personne et le moins qui est sur la main gauche. Et puis il a dessiné aussi le plus et le moins au niveau de la petite personne, mais en inversant les choses, parce que Douglas s'était aperçu qu'effectivement dans le miroir,
les choses sont inversées. Hein. La main droite devient la main gauche, et la main gauche devient la main droite. Donc il s'est intéressé à cette inversion qu'on voit dans le miroir, et il en fait une sorte de symbole de l'inversion des valeurs. L'inversion des valeurs entre quoi et quoi? Eh bien entre le grand, la première personne, et la petite personne. La petite personne et la grande personne, enfin la première et la troisième personne, ont des valeurs inversées. Alors ça se voit à différents niveaux. D'abord au niveau de l'avoir. La petite personne dans le miroir, ce à quoi nous identifions, eh bien, elle veut de l'avoir, elle veut avoir. Quand nous étions enfants, les enfants ils veulent des jouets, encore plus de jouets, des plus beaux jouets. Puis ensuite, eh bien, à l'école, on veut des bonnes notes, on veut des diplômes, on veut du succès auprès des garçons, auprès des filles. Ensuite, on veut des bonnes situations professionnelles, on veut de l'argent, encore plus d'argent, on veut une maison, une plus grande maison, une maison avec piscine, une voiture, une plus grande voiture, etc. Puis si on s'intéresse à la spiritualité, eh bien, on veut posséder des expériences spirituelles, on veut posséder l'éveil, on veut posséder, avoir encore et encore. Donc le petit, il veut constamment avoir, parce qu'il a un sentiment de manque, c'est tout à fait normal, il cherche à combler ce manque par des possessions, mais évidemment c'est vain, puisque le petit ne peut pas combler ce manque par des choses ou par de la reconnaissance. Donc le petit, il veut avoir. Le grand, lui, c'est autre chose. Le grand, lui, il veut être. Ce qui l'intéresse, c'est être, pas avoir. Et vous voyez que le grand, il est tout en fait. Je suis tout, dit-il. Je ne suis rien, mais aussi je suis tout. Et comme il est tout, il a tout. Il possède tout. Parce que qu'est-ce que c'est que posséder pour le petit, hein? C'est finalement posséder une montre, par exemple, c'est mettre sa montre en contact de sa peau. C'est juste une relation de proximité en fait. Mais avoir les choses, c'est vraiment être les choses. Donc, si je suis tout, j'ai tout. Vous voyez? Et on croit qu'on est... Enfin, je dirais, c'est une illusion incroyable que de penser que le je suis est pauvre. En fait, le je suis il est incroyablement riche et qu'il a tout. Hein, vous sortez dehors, vous avez la terre, vous avez le ciel, vous avez le soleil. Vous êtes la terre, vous êtes le ciel, vous êtes le soleil. Donc, le je suis vit une expérience de plénitude absolue, il est rempli comme un œuf, vous voyez. D'ailleurs ça ressemble à une sorte d'œuf cosmique, hein. C'est un œuf rempli à bord. Le je suis est tout, et puisqu'il est tout, il a tout, rien ne lui manque. Rien ne manque à l'être, rien ne vous manque en réalité. Cet être, il exprime la plénitude. Donc ça, c'est une première grande différence. L'autre différence de valeur aussi qui est très importante et que soulignait Douglas, c'est la question de l'amour. Le petit, il connaît l'amour, en tout cas il dit qu'il aime en effet, mais c'est un amour conditionnel. En gros, le petit fonctionne comme ça, je t'aime un peu si tu m'aimes un peu, si tu m'aimes beaucoup, je t'aime beaucoup, si tu m'aimes passionnément, je t'aime passionnément. Donc, l'amour du petit, c'est un amour conditionné. C'est un amour avec des conditions, si. Alors que le grand, la première personne, elle a un amour inconditionnel. Elle aime absolument tout. Elle est tout. Comme on peut le voir, vous voyez que les bras de la première personne, ici, qu'on voit ici, les bras désignent un espace d'accueil absolu. Le grand accueille tout ce qui est. Il ne rejette rien, il ne laisse rien dehors, il dit oui à tout, il devient tout. Donc cet espace d'accueil, c'est la source de l'amour inconditionnel. Le petit, là, vous voyez, il n'accueille pas grand-chose, il accueille lui et ce qui lui correspond, mais il est très limité. Le grand, il est complètement ouvert, il est accueil et amour inconditionnel. Donc le petit possède un amour conditionné, le grand un amour inconditionnel. Ça c'est une différence importante, essentielle même. Douglas disait souvent que si on perd sa tête, on découvre son cœur. Et c'est très vrai, si on passe de l'identification du petit au grand, on découvre en effet que nous sommes espace absolu, espace d'accueil, et le cœur s'ouvre et on peut aimer encore et encore davantage. Donc ça c'est une grande différence, une différence essentielle.
La troisième distinction de valeur, c'est très importante qu'on peut faire entre la première personne et la troisième personne, c'est, disait Douglas, la question du pouvoir. Le petit dans le miroir, là, il veut constamment du pouvoir. Les enfants veulent du pouvoir sur leurs camarades, le petit frère ou la petite sœur veut du pouvoir sur son petit frère ou sa petite sœur, les parents veulent du pouvoir sur les enfants, les professeurs veulent du pouvoir sur leurs élèves, les maris ou les femmes veulent du pouvoir sur leurs maris ou leurs femmes, le directeur veut du pouvoir sur ses employés. Voilà, donc nous voulons, le maître veut du pouvoir aussi sur ses élèves, donc nous voulons constamment du pouvoir. Alors que le grand, lui, la première personne, elle n'a pas l'amour du pouvoir, à la différence du petit. Elle a le pouvoir de l'amour, elle ne veut rien, elle est tout ce qui est, elle ne cherche pas à prendre du pouvoir sur qui que ce soit, elle accueille les choses et les êtres tels qu'ils sont. Donc ça, c'est une grande différence aussi. Le petit vit surtout à partir de l'amour du pouvoir, et le grand à partir du pouvoir de l'amour. C'est une grande distinction. Donc on comprend mieux maintenant pourquoi Douglas avait dessiné du plus et du moins. Donc là, ça concernait les valeurs. Alors il y aurait encore beaucoup de choses à dire au niveau des valeurs sur cette carte, puisque passer de l'identification au petit bonhomme ou à la petite bonne femme dans le miroir jusqu'à la première personne, c'est un changement qui affecte toute notre vie, notre manière de comprendre le monde, notre manière de vivre la relation aux autres et à soi-même. Donc c'est un bouleversement immense. En fait, la voie spirituelle consiste à passer de l'identification à ce personnage dans le miroir, l'identification à la troisième personne, jusqu'à la première personne. C'est un chemin spirituel, au fond, qui fait 1 mètre, comme disait souvent Douglas avec humour. Hein, on passe de l'identification au petit, à la troisième personne, jusqu'à la première personne, ce que nous sommes vraiment. C'est une voie, vous voyez, directe, immédiate, instantanée. Il s'agit de revenir ici. Alors c'est un chemin paradoxal, parce qu'en fait on n'a jamais cessé d'être cette première personne, c'est ce que nous sommes tout le temps, depuis toujours, et qu'on ne peut pas ne pas être. Mais en imagination, on s'est identifié à ce petit personnage dans le miroir. Donc notre vraie guérison, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est d'ouvrir l'attention, de devenir cette totalité de 160 degrés, cette totalité du monde visible, et aussi cette totalité de 200 degrés de monde non manifesté, afin d'être l'un, indivisible, la conscience une et indivisible, universelle. Et c'est ce que nous sommes vraiment, vraiment, vraiment. Il n'y a pas à créer cette ouverture, cette conscience, c'est ce que nous sommes. Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est que ces deux parties, en réalité, ne sont pas séparées, puisque là, sur le dessin, elles apparaissent séparées, mais il ne faudrait pas croire qu'il y a d'un côté le vide et de l'autre le plein, d'un côté le rien et de l'autre le tout. En fait, la carte idéale consisterait à plier comme ça les deux parties pour montrer qu'elles sont unies, en fait. En fait, ici, vous voyez, dans le bouddhisme, on dit souvent que samsara est nirvana. Donc là, vous avez samsara. Samsara, c'est nirvana. Les deux sont un. Hein. Donc, samsara, c'est nirvana. Ou si vous voulez, le vide, c'est la forme, et la forme, c'est le vide. Il n'y a pas de dualité entre le plein et le vide, entre la forme et le vide, entre samsara et nirvana. Les deux sont absolument uniques, indissociables, indivisibles. Vous voyez également que cette carte, elle ressemble à une roue, avec ici le centre du moyeu, hein, le centre du moyeu qui est vide, hein, bien sûr, le centre de la roue est toujours vide, et autour vous avez ces cercles qui tournent, qui sont en mouvement, qui sont dans le temps. Hein, là il y a naissance, maturation ou mûrissement et mort. Hein. Tout ce qui apparaît du vide dure un moment, atteint sa maturité et meurt. Ce petit personnage, il est né, il est déjà mûr, regardez, il a des cheveux blancs, bientôt il va disparaître, hein, donc il est né, il mûrit, là il est bien mûr, et il va disparaître. Pareil pour la Terre aussi, à la durée de vie, hein, à peu près là, on en est à 4 milliards d'années je crois, et ça ne va pas durer, après elle va disparaître. Pareil pour le Soleil aussi, sa durée de vie est limitée, de même pour la galaxie, et aussi pour les molécules, l'ADN par exemple, les atomes, les particules, donc tout ici
naît du vide, atteint un degré de maturité et puis disparaît, plus ou moins vite. Oui, plus ou moins vite. Mais au centre ici, eh bien, vous avez l'éternel, l'intemporel, ce qui ne change pas jamais, ce qui est toujours identique, ce qui est toujours immuable. Le moyeu de la roue, le moyeu de la roue est immuable et tout tourne autour d'elle. D'ailleurs, dans les ateliers, Douglas avait des outils pour vivre la carte, pour être la carte, pour le devenir vraiment et pour le voir, pour le vivre. Alors vous voyez, il y a une autre différence encore entre le grand et le petit au niveau des valeurs. On peut le souligner avec le rapport au temps, à la naissance et à la mort. Pour le petit, naître, c'est formidable, hein, c'est une fête, on fête la naissance, on fête des anniversaires, et puis la mort, c'est une chose affreuse, c'est une disparition. Mais pour le grand, il n'en va pas vraiment comme ça, parce que pour le grand, bien, une identification à la personne, c'est plutôt une perte qu'un gain, hein, c'est une limitation. Et puis la mort, c'est plutôt un retour à soi, un retour dans la plénitude et la totalité. Donc pour le grand, la naissance et la mort ne sont pas considérées du même point de vue que pour le petit. Hein. Pour le petit, la naissance est formidable, la mort est affreuse. Pour le grand, on peut dire que la naissance est une chose difficile, mais en tout cas la mort n'est sûrement pas une chose terrible, c'est juste un retour à la source, un retour à qui on est vraiment. Et donc quand on découvre sa vraie nature, eh bien, la peur de la mort, en effet, a tendance à disparaître, à s'estomper, parce qu'on découvre ici, au centre, quelque chose qui est immuable, quelque chose qui est au-delà de la naissance et de la mort, qui est toujours identique, immuable. Voilà, donc vous voyez que cette carte est riche, c'est une carte de qui vous êtes, de qui nous sommes vraiment. Et sans doute elle peut encore être améliorée, mais déjà elle est pas mal. Donc moi j'en ai une sur mon bureau pour me rappeler qui je suis quand j'oublie qui je suis. Et quand je m'identifie au petit personnage. Parce que c'est ce qui va arriver, hein, le petit personnage ici, il prétend qu'il est au centre, donc l'identification va certainement encore réapparaître. Et notre travail, notre pratique, c'est de revenir au centre et nous rappeler que nous sommes cet espace, que nous sommes cette ouverture. Alors il est très important de dire aussi que la carte de Douglas Harding ne consiste pas à dire que la troisième personne n'est pas importante, simplement elle la situe à sa juste place qui est d'être périphérique. Vous voyez que la troisième personne elle se situe en effet à la périphérie. Mais cette troisième personne est précieuse, notre humanité est unique et elle va être en quelque sorte le moyen par lequel le je suis va se manifester dans le monde. Donc cette troisième personne est précieuse, très importante. Elle ne disparaîtra pas de toute façon, et on ne cherche pas à la faire disparaître, on cherche simplement à la mettre à sa place et à l'accueillir. D'ailleurs, vous voyez que cette première personne embrasse aussi notre humanité, elle l'accueille à partir de cet espace. Et je voudrais terminer par une citation de Maître Eckhart, que cette carte illustre à merveille, je trouve. Maître Eckhart disait « En chacun d'entre nous, il y a deux hommes ». Bon, il disait deux hommes parce qu'il est au Moyen-Âge. Bon. En chacun d'entre nous, il y a deux hommes. Il y a le vieil homme et l'homme nouveau, l'homme terrestre et l'homme céleste, l'esclave et l'aristocrate. Donc Maître Eckhart, ce mystique chrétien du XIVe siècle. Et là, on voit bien avec ce dessin, en effet, où sont les deux hommes. Vous avez ici le vieil homme, ici l'homme nouveau, l'homme qui est hors du temps, toujours neuf. Vous avez ici l'homme terrestre, il appartient au monde manifesté. Vous avez ici l'homme céleste, l'homme qui est dans cet espace immaculé. Et puis vous avez l'esclave qui est conditionné, qui n'a aucune liberté. Et vous avez ici l'aristocrate, l'homme noble, comme disait Maître Eckhart, l'homme noble, qui est cette totalité toute embrassante, on pourrait dire. Voilà. Et là maintenant, je voudrais vous montrer comment on peut être cette carte à partir d'une petite vidéo. Donc voilà Lorraine qui joue le rôle de la troisième personne. Donc vue à 2 mètres, vous voyez, eh bien nous avons une apparence humaine, très sympathique, une apparence de Lorraine. Et vous voyez qu'entre ses deux mains, entre sa main droite et sa main gauche, eh bien, il n'y a pas grand-chose, et certainement pas l'univers entier, il y a juste à peu près 1 mètre. Donc la troisième personne, elle est petite, limitée. Voyons maintenant ce qu'il en est de son point de vue à elle, si je me place
en son centre, là où est le « je suis » dans la carte, là où est le moyeu de la roue. Donc, nous voici au centre de la roue, nous voici au centre du « je suis », et nous voyons que, en effet, entre les deux bras, maintenant, il y a une grande partie du jardin, et nous voyons aussi la vacuité. Voilà, la vacuité à partir de laquelle le monde est accueilli. Donc voilà, nous sommes la carte. C'est vraiment un portrait de qui nous sommes vraiment. Et si maintenant, bien, la première personne regarde vers le ciel, eh bien, elle accueille une grande partie du ciel. Voilà, donc il n'y a pas d'effort à faire pour être cette première personne, c'est ce que nous sommes, toujours, mais nous ne le remarquons pas. Voilà, merci beaucoup.